exceptionnel. Alors, nous avons reçu l'équipe de Calamateur pour dispenser un cours portant sur la première partie du programme, déjà comme vous voyez au tableau. C'est un cours de français dont le niveau est qu'on appelle en terminale. Et en principe, c'est 2 heures de cours. Et le thème, c'est le premier thème, la première thématique de notre programme intitulée Technique de l'expression. Et dans cette technique de l'expression, il y a beaucoup de choses que toutes les options partagent en commun, à savoir la dissertation littéraire qui semble être la partie la plus importante de ces différentes techniques de l'expression. Alors, donc, ce matin, on va essayer de continuer notre cours portant sur la dissertation littéraire. La dernière fois, on avait rappelé, on avait fait une tentative, on avait trouvé une tentative de définition. On avait trouvé une tentative de définition, justement, parce qu'on est en littérature. Alors, pour définir la dissertation littéraire, il faut savoir qu'il y a la dissertation philosophique, la dissertation économique, la dissertation peut-être géographique, etc., etc. Mais là, nous parlons de la dissertation en littérature, d'où la dissertation littéraire. Mais qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que la dissertation, comme tout mot d'ailleurs, comme toute étude en littérature, elle n'a pas une définition forcément standard. Les définitions varient en fonction des personnes qui définissent. Mais toujours est-il que la dissertation, comme le résumé de texte, comme le commentaire composé, etc., etc., c'est une rubrique des techniques de l'expression qui consiste à détailler l'opinion de quelqu'un ou alors qui consiste à parler largement autour d'un sujet qu'on nous a donné auparavant. Alors, dans le cas de ce présent cours, on avait retenu ce qui suit. On avait dit que la dissertation est un exercice, je ne dirais pas intellectuel, mais je dis tout simplement que c'est un exercice qui exige un minimum de savoir, mais un maximum de savoir-faire. Un maximum de savoir-faire. Alors, pour revenir un peu sur ça, la dissertation est un exercice. Un exercice qui exige, on va remplacer le mot exiger par demander. C'est un exercice alors qui demande un minimum, je souligne le mot minimum, de savoir et savoir également, et un maximum de savoir-faire. Alors, on s'est un peu s'attelé sur ces 4 mots que j'ai soulignés. Parce qu'on a dit, le savoir c'est quoi? Le savoir-faire c'est quoi? Et on dit que le savoir doit être minimum, mais le savoir-faire doit être au maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le savoir renvoie ici à la culture générale. Culture générale, ça veut dire quoi? L'ensemble de connaissances que nous disposons sur le thème abordé par le sujet en question. Prenons un exemple, disons que la démocratie en Afrique est un désastre. Expliquez et commentez. Alors nous savons qu'on dit la démocratie. Mais la démocratie où? En Afrique. Elle est comment? Elle est un désastre. Quelles sont les informations que le candidat dispose par rapport à cette démocratie-là en Afrique? En quoi est-ce qu'elle est un désastre? L'ensemble de toutes les informations dont nous disposons, c'est ce qu'on appelle la culture générale par rapport au thème abordé par le sujet. Alors, ça, on appelle ça le savoir. Maintenant, le savoir-faire, là, ça renvoie un peu à la méthodologie du travail. Le savoir-faire renvoie maintenant à l'aptitude, si vous voulez, à notre capacité de restituer ce qu'on nous a demandé dans les règles de l'art. Alors, c'est pourquoi, quand on dit la dissertation exige un minimum de savoir, c'est quoi un minimum de savoir? On doit avoir quelques informations sur le thème abordé par le sujet
Et ça, c'est au minimum. Mais un maximum de savoir-faire, là, c'est au maximum le respect de la méthodologie de la dissertation littéraire. Ça renvoie à la conclusion à dire, on avait dit d'ailleurs, que en dissertation, qu'on appelle le savoir-faire est plus important que le savoir lui-même. Et le savoir-faire, là, c'est quoi? C'est la méthodologie de la dissertation, le respect de la méthodologie de la dissertation, d'où le titre de notre cours, la méthodologie de la dissertation littéraire. Ceci étant, on avait dit que la dissertation a deux pieds. S'il y a un qui manque, il va boiter. Ou elle va boiter, puisque nous parlons de la dissertation. Et ces deux pieds-là, c'est, dans un premier temps, c'est la forme, et dans un second temps, c'est le fond. Alors, on avait dit également qu'avec notre phrase, il y a la forme dans ça, et il y a le fond dans ça. Et le fond, c'est quoi? Le fond, c'est le savoir. L'ensemble des informations dont nous disposons sur le thème, ça constitue le fond du travail, le contenu du devoir. Et la forme, c'est quoi? Comment restituer, autrement dit, comment comment transmettre, comment communiquer, comment raisonner, comment présenter la copie. Et c'est ce qu'on appelle la forme. C'est pourquoi, dans le fond, on sait que c'est le contenu. Est-ce que je ne suis pas à mon sujet? Est-ce que je suis dans l'esprit du sujet? Est-ce que je ne suis pas allé loin du sujet? Est-ce que, en bref, est-ce que je ne suis pas dans le sujet? Là, on dit le fond. La forme, maintenant, elle est tellement large, elle est tellement importante que lorsqu'on dit forme, dans la forme, il y a beaucoup d'aspects qu'il faut tenir compte. Il y a les fautes grammaticales. Écoutez, quand on fait un travail de dissertation, il y a assez de fautes. Et à chaque faute, le maître ou le correcteur doit souligner avec son bic rouge. Et autant de bic rouge sur ta copie, ça affecte ta notation. Alors, ça veut dire ça rend même la copie vilaine, elle devient vilaine. Pour ne pas que cela arrive, il faudrait réduire les fautes. Je ne dis pas de faire, il faut faire un travail sans faute, non, mais il faut tout de même réduire les fautes tant que possible. Alors, les fautes constituent un aspect de la forme du devoir. La cohérence dans la construction des phrases. Est-ce que tu es cohérent? Tu commences une idée, tu ne l'as même pas fini, tu vas avec une autre idée, etc., etc. On n'arrive pas à distinguer les paragraphes dans la construction de ton travail, dans la constitution même de la feuille, de ta copie de travail. Donc il faudrait qu'il y ait une cohérence dans l'alignement des idées. Mais aussi, il y a, ce que je disais tout de suite là, la disposition des paragraphes. On sait, on nous a appris dans les basses classes, que lorsqu'une idée finie, un paragraphe fini, alors on commence un nouveau paragraphe. Et qu'est-ce qui nous montre qu'on a commencé un nouveau paragraphe? Le mieux serait de laisser un alinéa. Et un alinéa, c'est quoi? Un espace vide. Un espace, supposons que c'est ma copie ça, et vous savez qu'il y a une ligne rouge ici, la partie là, on appelle ça la marge. La marge où on dit que le maître doit corriger ici, dans les basses classes. Alors, il y a des petites lignes comme ça, verticales, ok? Et peut-être deux plus une grande ligne, et il y a des lignes aussi comme ça, voilà. Bien, supposons que je veux former un paragraphe, je commence ici, je dis la démocratie comme ça, démocratie, ok. Supposons que j'ai écrit tout ça, je suis revenu par là, j'ai écrit tout ça, je suis revenu, j'ai écrit tout ça, mais l'idée finit ici. Et je dois commencer une nouvelle idée. Pour montrer que ça c'est un paragraphe, et je suis en train de commencer un nouveau paragraphe, je mets ici. Ça veut dire que d'ici à là, c'était un paragraphe, mais là où je dois commencer, jusqu'à la fin aussi constitue un deuxième paragraphe. Chaque idée est égale à un paragraphe. Chaque idée est secondaire, si vous voulez. Alors, donc la disposition des paragraphes constitue un élément important aussi dans la présentation de la copie. Donc, comme vous dites, il y a assez de choses qui entrent en ligne de compte lorsqu'on parle de la forme. Et le fond, c'est est-ce que je suis dans le cadre du sujet. Alors, la question qu'on s'était posée, entre le fond et la forme en dissertation, lequel est plus important?
Il faut préciser, les deux sont importants. Mais si on s'en tient à cette définition-là, on dira sans risque de nous tromper que la forme est plus importante que le fond. Et c'est quoi la forme? Qu'est-ce qui est plus important dans ça? Il faut se réunir pour éviter le faute. Il faut éviter à tout prix. Tant que tu peux, il faut éviter qu'il y ait le bic rouge du correcteur sur ta copie dans le mauvais sens. Et s'il y a faute, on va souligner encore une fois. Donc pour éviter, pour respecter la forme, il faut disposer bien des paragraphes, mais il faut surtout que les écritures soient aussi belles. L'esthétique des écritures constitue un élément important. Ça veut dire que, quel que soit ce que je dirais, même si ce que je dis est bon, supposons, le fond c'est bon, je suis dans le cadre du sujet, tout ça, mais lorsque le correcteur n'arrive pas à pouvoir lire ce que j'ai fait, finalement, on sait que notre bac, notre examen, nos évaluations sont souvent écrites, elles ne sont pas orales, on ne fait pas le bac oral, on ne fait pas le brevet oral, on fait le bac à l'écrit. Et supposons que ce que je dis est vrai, mais que mes écritures ne sont pas lisibles. Alors, la conséquence c'est quoi? Et ce que je dis de vrai ne sera pas compris. Et c'est pourquoi la forme constitue la clé. Les écritures doivent être belles, c'est une qualité et non un défaut. Écrire bien avec de belles écritures constitue un atout majeur dans la réussite d'une dissertation. Alors, donc après ça, on disait que ça c'était un rappel en ce qui concerne la définition de la dissertation. Mais puisqu'on a dit qu'en dissertation, la méthode ou la méthodologie est plus prime, ou alors la forme prime sur le fond, alors c'est quoi cette méthodologie-là? Alors, pour parler de cette méthodologie-là, on doit retenir qu'en dissertation, il y a un certain nombre de parties qui sont tout de même consensuelles. C'est-à-dire que tous les littéraires acceptent qu'en dissertation, on a une introduction, on a un développement et on a une conclusion. Ça veut dire, lorsqu'on prend une dissertation, on a une introduction, disons si vous voulez, les différentes parties d'une dissertation. Les différentes parties d'une dissertation littéraire, d'une dissertation littéraire. Bien. Donc, tous les littéraires sont unanimes qu'une dissertation a une introduction. Elle a également un développement. Et elle s'achève par une conclusion. Maintenant, cette introduction dont il s'agit, comment se présente-t-elle? Pour faire l'introduction d'une dissertation, il y a des sous-éléments. Vous savez que l'introduction est une grande partie dans laquelle il y a des sous-parties. Alors, la toute première sous-partie d'une introduction d'une dissertation littéraire, ça s'appelle la mise en situation du sujet. Et il y a beaucoup d'appellations. Certains vous diront c'est une amorce. C'est une amorce. D'autres vous diront d'approcher le sujet. Alors c'est une approche. Mais tout revient à dire quoi? De mettre le sujet dans son contexte. Alors il faut contextualiser le sujet. Mettre le sujet dans son contexte. Que ce soit amorcé, accroché, contextualisé, mise en situation, etc. Tout revient à quoi? À commencer à avoir ce qu'on appelle l'angle d'analyse du sujet. Et c'est cette partie qui semble être un peu compliquée. Si toutefois le sujet n'est pas compris. Alors on va venir tout de suite là un exemple. Mais après cette amorce ou cette accroche ou ce contexte-là, comme on veut, il y a ce qu'on appelle la reprise du sujet ou la reformulation du sujet. C'est quoi la reprise? La reprise, comme son nom l'indique, c'est de reprendre le sujet tel qu'il est. Et généralement, lorsque le sujet n'est pas long, on le reprend tel qu'il est, entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Parce que ce n'est pas de nous, ça vient de quelqu'un de guillemets. C'est un signe de ponctuation qui permet de mettre en évidence des propos rapportés, des propos appartenant à quelqu'un, si vous voulez. Alors, reprendre un sujet, c'est de le reproduire tel qu'il est. C'est dans ce cadre que l'auteur affirme de points, en nombre de guillemets, on reproduit le sujet. Là, on a fait quoi? Une reprise.
La reformulation, c'est de donner une nouvelle formule. Et cette nouvelle formule voudrait quoi? Puisque le sujet est long, je ne peux pas le reprendre. Alors je le reformule, je le donne une nouvelle forme. Mais que le sens reste le même. Généralement, qu'est-ce que je fais? Je le résume. Parce qu'il est long, je le résume. Et en le résumant là, il ne faudrait pas que je fasse dire à l'autre ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il n'a pas pensé dire. Parce que c'est un crime. C'est-à-dire que quand tu fais dire à quelqu'un ce qu'il n'a même pas pensé dire, c'est grave. Pourtant, en faisant la reformulation, il faudrait faire très attention pour ne pas déformer alors les propos de l'auteur. Alors, généralement, on le résume, encore une fois, parce qu'il est long. Si le sujet est trop long, et vouloir le reproduire, parce qu'il est long, vouloir le reproduire, ça gaspille de l'espace. Finalement, on le reformule en le résumant, et en le résumant, on chasse les guillemets. Donc, c'est là que ce qu'on a dit là, c'est nous-mêmes qui avons dit, mais nous n'avons pas trahi l'auteur. Nous sommes dans la peau de l'auteur. Alors, nous n'avons pas fait dire à l'auteur ce qu'il n'a pas dit. On a fait que changer ces mots, mais que le sens reste le même. On appelle ça la reformulation. Et après la reformulation, il y a la mise en évidence du problème posé, ou de l'ensemble des problèmes posés par le sujet. On appelle ça, d'autres l'appellent la problématique. Oui, tout en précisant qu'il y a une différence entre le problème et la problématique. Voilà, donc la problématique, c'est une série de problèmes. Alors, cette partie consiste à se poser une ou des questions, mais liées au thème du sujet, sans pour autant être en déphasage avec le sujet. Parce que si tu poses une question, sache que c'est à celle-là que tu vas répondre dans le développement, et si elle n'est pas conforme à la pensée du sujet, sache que ta réponse dans le développement, c'est la force. Et si elle est fausse, tu n'as pas la chance aussi, parce que tu n'as pas trouvé, disons. Tu es, comme je le disais ici, là, au fond, tu n'as pas respecté le fond, tu es à bon sujet. C'est pourquoi les questions qu'on doit se poser ici doivent être des questions qui reflètent le qu'on appelle l'idée du sujet. Bien. Donc, et après cette problématique-là, on fait une annonce d'un plan de travail. Et en parlant d'une annonce d'un plan de travail, il faut savoir que le plan de travail varie en fonction du type de sujet. Et Dieu seul sait le nombre de sujets qui existent, le nombre de types de sujets qui existent en dissertation. Mais on peut les réduire en deux. Il y a ce qu'on appelle un plan analytique. Un plan analytique. Et il y a un plan dialectique. Et c'est quoi la différence? C'est qu'il n'y a pas que ces deux types de plans. Mais tous les plans qui existent peuvent s'intégrer dans ces deux types de plans-là. Alors, c'est quoi un plan analytique? Un plan dialectique lorsque le candidat n'a pas l'opportunité de s'opposer forcément à l'idée de l'auteur. Alors, c'est quoi? Il n'y a pas forcément d'antithèse. L'antithèse, c'est l'idée contraire à celle de l'auteur. Et c'est quoi un plan dialectique? Alors, c'est le contraire. Un plan dialectique lorsque il se présente comme suit: thèse, antithèse et synthèse. Alors, lorsque cette trilogie est respectée, on dit que le plan là il est dialectique. Maintenant, comment reconnaît-on qu'un plan est analytique ou alors qu'un plan est dialectique? C'est à travers la consigne. La consigne, c'est la question qu'on nous a posée. Il faut savoir qu'en dissertation, il y a ce qui est dit, il y a ce qu'on nous demande de faire. Et ce qu'on nous demande de faire là, généralement la question vient avec le plan de la dissertation. Est-ce que ce plan-là est un plan dialectique? Alors il y a une annonce qui est différente de l'autre plan qui est un plan analytique. Maintenant, je vais prendre un exemple sur un sujet donné. Je disais tout de suite là, ça peut tourner par là, je disais tout de suite là, lorsque nous avons un sujet, par exemple, application, c'est vraiment application. Cette théorie qu'on a faite là, on va chercher à appliquer à travers une application pratique justement. Alors, je prends un sujet, ensemble on va chercher à faire ça, sujet. Je disais que la démocratie, l'actualité,
La démocratie est un système politique. Est un système politique dangereux pour l'Afrique. Dangereux pour l'Afrique. Et j'ai dit, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Alors, donc je disais que lorsqu'il y a un sujet de dissertation déjà, il y a un certain nombre de démarches qu'il faut suivre pour savoir, parce qu'on a dit, c'est le fond et la forme, on s'est convenu sur ça. Et ensuite, nous avons dit que cette introduction-là, elle comprend des sous-éléments, parmi lesquels il y a ce qu'on appelle l'approche, le contexte, les formulations problématiques de l'annonce du plan de travail. Et je disais que l'annonce du plan de travail varie en fonction du type de plan. Alors, maintenant revenons-en. Je disais que voici un sujet de dissertation. Alors, il y a des démarches qui ne sont pas forcément consensuelles, mais que chacun utilise pour permettre de cerner le contenu de sujet de dissertation. Et ces démarches-là, on va essayer de respecter, voir est-ce qu'on pourra trouver tout de suite là quel est le type de plan que nous aurons avec le sujet que nous avons devant notre tableau. Alors, ceci dit, lorsque nous avons en théorie, lorsque nous avons un sujet de dissertation, il y a ces démarches, il y a quelques démarches. Des travaux de brouillon, bien sûr, qu'on va faire ensemble. Et ces démarches-là, on dit, lorsqu'il y a un sujet devant nous, la première réaction du candidat face au problème posé devant lui, parce que c'est un problème qu'on a soumis et on me demande de trouver solution, alors la première réaction, c'est de lire. Alors, je fais la lecture du sujet qu'on m'a donné. Et cette lecture-là, elle a des qualités. Elle doit être plurielle, c'est-à-dire que je fais plusieurs fois, mais avec attention. Et l'expérience enseigne que une lecture qui est faite sans attention portée à elle, à la lecture elle-même, je vous l'ai dit, c'est une lecture qui ne vise pas la compréhension du lecteur. Ça veut dire qu'on peut lire pour lire. Et lire pour lire n'est pas lire pour comprendre. Lire pour comprendre est différent de lire pour lire. Donc c'est pourquoi la lecture doit être plurielle, c'est-à-dire qu'elle se fait plusieurs fois, mais avec attention et attentive. Alors lecture plurielle et attentive. Et lorsque je fais cette lecture plurielle et attentive là, en deuxième lieu, à travers ma lecture, puisque j'ai porté mon attention dessus, certainement j'ai trouvé des mots que moi je ne connais pas. Des mots que moi, candidat, je ne connais pas. Et comment je vais appeler ces mots que je ne connais pas? Moi, je vais dire ça, c'est des mots difficiles. Alors, il faut trouver les mots difficiles. Il faut trouver les mots difficiles. C'est quoi un mot difficile? Un mot est difficile lorsque moi, je ne le comprends pas. Moi, je ne le connais pas. Alors, la difficulté, là, elle n'est pas absolue. Elle est relative. Ça veut dire qu'elle varie d'une personne à une autre. C'est pourquoi Mamadou va dire, le mot là est écrit pour moi, Amadou dit, toi tu es très toto, même trop toto. Voilà. Donc ça veut dire que pour Amadou c'est facile, lui il connaît, mais pour Mamadou c'est difficile, lui il ne connaît pas. Pour Mamadou c'est un mot difficile. Alors, puisque le mot est difficile, il faut le trouver, n'est-ce pas? Et une fois que le mot difficile là est trouvé, qu'est-ce qu'on en fait? On essaie de l'expliquer. Et expliquer comment? En fonction du contexte. On nous a appris que chaque mot a deux sens. Il y a ce qu'on appelle le sens propre. Il y a le sens propre. Chaque mot a deux sens. Sens propre et sens figuré. Bien. Donc, moi, j'essaie de partir sur la base du sens figuré. Pas forcément du sens se trouvant dans le dictionnaire. Je prends le mot dans son contexte. Le mot n'a d'importance que s'il est utilisé, s'il est employé dans son contexte. Alors, je trouve le mot difficile et je l'explique ou je les explique en fonction du sens contextuel ou du sens figuré, le sens dans lequel il est employé. Il y a des exemples, lorsqu'on dit l'attaquant a dévoré le défenseur. Dévorer au sens propre, c'est pas si c'est d'avaler, mais est-ce que dans le sens contextuel là, est-ce que c'est d'avaler? Non, c'est plutôt peut-être qu'il a effacé et puis il a continué sa course pour aller
vers les buts. Et c'est pourquoi le mot doit être pris dans son sens figuré ou dans son sens contextuel. Alors, une fois que les mots difficiles sont trouvés, je trouve également ici les mots-clés. Un mot est dit clé lorsqu'il est indispensable dans la compréhension de la phrase ou du texte. On dit que c'est un mot clé, un mot importantissime dans la compréhension de la phrase ou alors du texte. Et ces mots clés, je les trouve parce que c'est autour de ces mots-là tourne mon sujet. Bien. Ensuite, en troisième lieu, je cherche à faire ce qu'on appelle la délimitation. La délimitation du sujet. Et cette délimitation, ou alors cette étape, consiste à se poser deux questions. La première question, le thème abordé par le sujet, si vous voulez, le thème abordé par le sujet date de quand? Date de quand? Je trouve ce qu'on appelle une délimitation dans le temps. Je vais dire que c'est actuel, c'est d'actualité. Maintenant, ça se passe où? Ça, je trouve l'espace. Et l'espace là, ça veut dire que c'est ici, c'est en Afrique. Alors, le temps et l'espace. Si vous suivez bien, on a dit quoi? Le thème abordé par le sujet date de quand? Quand on dit date de quand, on trouve le temps. Alors, la démocratie en Afrique date de quand? C'est de l'actualité. Alors, c'est actuel. C'est le jour. Mais là, ça se passe où? Ça se passe en Afrique. Alors, puisque j'ai dit ça se passe où, j'ai posé une question en fonction de l'espace. Est-ce que je vais traiter les sujets comme si c'était un sujet qui parle des États-Unis? Non. Est-ce que je vais traiter les sujets comme si c'est un sujet qui parle de l'Europe? Non. Ça se passe en Afrique. Alors, c'est la démocratie en Afrique, d'où la délimitation de mon sujet dans le temps et dans l'espace, pour ne pas aller dans une zone qui n'est pas concernée par le sujet, pour ne pas aller dans une époque qui n'est pas concernée par le sujet. D'où l'importance de faire la délimitation du sujet. En quatrième position, puisque déjà j'ai trouvé le mot difficile, je les ai expliqués. J'ai trouvé le mot clé, je les ai expliqués. J'ai délimité le sujet, j'ai compris que le sujet est actuel et il parle de l'Afrique. Donc c'est la démocratie en Afrique et c'est maintenant là. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux paraphraser mon sujet. Je peux le paraphraser. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, tellement que j'ai compris le sujet, et tout ça le sueur au bouillon, tellement que j'ai compris mon sujet, je peux dire ce que l'auteur a dit, autrement moi-même, je construis ma propre phrase sur le sujet, je change le mot de l'auteur, je dis le sujet dans ma compréhension personnelle, mais que mon idée reste la même que celle de l'auteur, justement. Et on appelle ça paraphraser, dire autrement ce que l'auteur a dit, mais que le sens reste le même. Alors, dans le cas de notre exemple sujet-là, la démocratie est un système qui n'est pas bon pour l'Afrique. Par exemple, voilà, la démocratie est un système qui n'est pas avantageux pour le continent africain. J'ai dit ce que l'auteur a dit, mais autrement, mais j'ai changé certains mots de l'auteur. Voilà, donc, j'ai fait quoi? J'ai paraphrasé mon sujet. Et en fin de compte, tout de suite là, je peux identifier ma consigne. Identifier la consigne, identification. La consigne, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Il y a ce qui est dit par quelqu'un et il y a ce que moi on me demande de faire. Et ce qu'on me demande de faire, c'est la question. Et la question ici, quand on me demande dans notre sujet, on a dit la démocratie est un système politique dangereux pour l'Afrique. Ça, c'est quelqu'un qui a dit. Mais là, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Qu'est-ce que moi j'en pense? Moi aussi, comment je pense? Quelle est ma pensée sur ça, sur la pensée de l'auteur là? Donc, ça veut dire quoi? Ma consigne ici, c'est qu'en pensez-vous? Alors, puisque ma consigne, c'est qu'en pensez-vous? Et cette consigne-là renvoie à un type de plan de dissertation. Entre nous, est-ce qu'on a demandé mon avis? Oui, je pense qu'on a demandé mon avis. Qu'est-ce que toi tu penses? C'est ça qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous pensez de Anne? Anne, c'est ça. Vous pensez quoi de Anne? Anne, là, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'avis de l'auteur. Est-ce qu'on a demandé mon avis? Oui, puisqu'on a demandé mon avis, je dois l'exprimer.
Et mon avis que je dois exprimer doit être opposé à cette docteur. Alors ça s'appelle l'antithèse. Ça veut dire quoi? J'ai un plan qui a une thèse, la thèse c'est ça, c'est l'idée de docteur, et qui a une antithèse, c'est l'idée contre cette docteur. Alors mon idée et une synthèse, le résumé des deux idées. Alors j'ai un plan qu'on appelle un plan dialectique. Mon plan est dialectique. Donc je l'ai identifié. Maintenant, vous allez voir tout là qu'il y a une formulation pour ce type de plan dans, si vous voulez, dans le travail, à commencer par l'introduction jusqu'à la conclusion. Alors, ceci étant, voici quelques démarches qu'il faut suivre pour pouvoir cerner notre sujet de dissertation. Et je pense que de façon théorique, déjà, on a les clés de réussite dans notre traité de ce plan. Alors, revenons-en. Je disais quoi? Je disais que au niveau de la délimitation du sujet, on a dit que c'est actuel, c'est-à-dire que la démocratie est actuelle en Afrique. Et puisque ça se passe en Afrique et c'est actuel, on va se poser une question pour plus expliciter cela. La démocratie actuelle en Afrique, elle a commencé quand, vraiment? Et on nous a appris dans le Bas-Bas que la démocratie a commencé en 1990. Ça veut dire de 1960, ça peut tourner, de 1960 à 1990, c'est ce qu'on a appelé l'Afrique des indépendances. De 1990 à aujourd'hui, au moment où je suis en train de parler, on appelle ça l'Afrique démocratique, l'Afrique dans la démocratie. Et vous conviendrez avec moi que qu'on appelle l'Afrique des indépendances avec des réalités qui sont complètement différentes de l'Afrique de démocratie. Et nous parlons de quoi? Nous parlons de la démocratie. Et c'est ce qui fait que pour pouvoir mieux avancer une dissertation, il faudrait chercher à savoir est-ce que j'ai la possibilité de le mettre dans un contexte, dans l'histoire, mais aussi dans le temps et dans l'espace. Et en ce qui concerne les sujets africains, avant de continuer, en ce qui concerne les sujets africains, on m'a appris que ces sujets-là, en Afrique, dans l'évolution de l'Afrique, il y a eu des périodes. Ces périodes-là, c'est historique. Mais tout se passe en Afrique. Et on m'a dit qu'il y a une Afrique traditionnelle. L'Afrique traditionnelle, dans laquelle Afrique, on parlait des contes, des proverbes, des coutumes, on fait la valorisation de ces choses-là en Afrique, quand il y a une sécurité qui brûle, etc., etc. Ça, on est dans un cadre purement traditionnel africain. Et l'Afrique traditionnelle a commencé du début de l'Afrique jusqu'en 1985. Vous allez m'excuser, ma date peut-être n'est pas trop exacte, mais j'ai tenu compte de la fin de la conférence de Berlin qui a consacré la venue de la colonisation en Afrique. Alors, depuis le début de l'Afrique jusqu'en 1887, on parle de l'Afrique traditionnelle. De 1885 jusqu'en 1960, on parle de l'Afrique dans la colonisation, l'Afrique coloniale. De 1900, on parle de l'Afrique des indépendances. De 1990 à aujourd'hui, on parle de l'Afrique démocratique. Alors, si un sujet est donné en Afrique, je reprends ça en Afrique quand il y a 9, c'est une équilibrée, je me pose la question, je dis tout simplement, ça se passe où? C'est en Afrique. Mais à quel moment de l'Afrique on avait cette importance pour le vieillard? C'est en Afrique traditionnelle. Et qu'est-ce que j'ai dit? Vous allez me dire que c'est très simple maintenant, puisque j'ai fait la délimitation. J'ai dit simplement, en Afrique traditionnelle, le vieillard occupait une place très importante dans l'éducation de la société. Point. C'est ce que nous dit Amadou Hampateba en ces termes. Deux points. En Afrique, quand il y a mieux, c'est le qui brûle. Qu'appelle un vieillard? En quoi est-il important dans la société africaine traditionnelle? Bonne interrogation. Dans la ligne qui suit, nous tentons de répondre à ces questions. J'ai fini de faire mon introduction comme ça. Parce que j'ai pu faire une délimitation que je n'ai pas ratée. Ok? Maintenant, revenons à notre sujet. On a fait toutes ces théories-là pour pouvoir travailler sur notre sujet. Et j'ai dit que la démocratie a commencé en 1990. Alors, qu'est-ce que je fais? Depuis l'avènement de la démocratie en Afrique, en 1990, elle est diversement perçue par les observateurs, certains pensant qu'elle est bien, d'autres estimant qu'elle n'est pas le système idéal pour le continent. C'est ce que exprime cet observateur en ces termes. Deux points. Je mets les termes. Je mets la démocratie d'un système dangereux pour l'Afrique. Heureusement, ce n'est pas une citation qui est longue. Qu'appelle-t-on démocratie? En quoi constitue-t-elle un système dangereux pour l'Afrique? Dans les questions, nous répondrons à ces questions.
et j'ai fait mon introduction. Donc, ça veut dire, de façon résumée, si ces différentes démarches-là sont respectées, finalement, vous trouverez que le travail de dissertation est quelque chose de banal, de très simple. Donc, arrivé à ce niveau-là, on va se limiter là pour le cadre d'aujourd'hui sur l'introduction et le cours prochain, on va continuer sur le développement et la conclusion. Donc, je vous remercie. J'espère que le cours sera bien compris. Et pour toute critique, suggestion et questions, n'hésitez pas. Et je suis à la disposition de vous, bien entendu. Et voilà, donc les questions, suggestions et critiques sont les bienvenues. Donc, je vous remercie, espérant qu'on pourra se retrouver la prochaine fois.